Je m'appelle Marc Moustakaki, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Narratif par Oval Media. C'est depuis la Dordogne que je vous parle, puisque aujourd'hui nous avons posé nos caméras en Périgord. Nous avons en effet le privilège d'être reçus par Christine Devier-Joncourt. Christine, merci beaucoup de nous avoir invités dans votre maison familiale. Tu disais, Christine, quand nous sommes arrivés, que cette maison est dans la famille depuis 9 générations. Le nom de Devier-Joncourt parle à tous les Français de ma génération, et pas de ma génération seulement. Ta vie est un peu celle qu'on peut lire dans des romans d'espionnage ou d'aventure. Ce passé est loin. Lorsque je t'avais contacté pour cette interview, dont tu as finalement accepté de nous accorder l'exclusivité, tu me disais « Oh mais c'est loin tout ça, c'est du passé, à quoi bon parler de ce passé ?» Ce passé est loin, j'imagine en même temps que pour toi, il est très présent, et peut-être qu'au quotidien, il a toujours en toi une force émotive très forte. On va peut-être pas reparcourir toutes les étapes qui ont mené la jeune Christine à être aussi connue des Français et au-delà de la France, à l'international aussi, mais peut-être les plus importantes, celles qui t'ont le plus marqué, c'est un peu le hasard qui t'a amené à croiser la route des hommes de pouvoir que tu as croisés et dont tu as partagé pendant plusieurs années l'itinéraire. Est-ce que tu veux bien retracer ce départ pour nous? Tu es originaire d'ici, du Périgord, hein, c'est ici que sont tes racines, c'est ici qu'était ta famille. Comment s'est fait ta première rencontre avec ces hommes qui finalement vont changer ta vie, bouleverser ta vie? L'histoire, elle est longue, elle est compliquée, mais en fait, on dit quelquefois qu'il y a un destin. Moi, j'y ai jamais trop cru, mais finalement, quand je regarde mon parcours, je me dis qu'effectivement, il y a un destin. Mon premier mariage, déjà à 18 ans, avec un homme qui va faire une carrière politique. Et puis le deuxième mariage, qui n'a pas duré. Le deuxième avec un homme, un industriel, qui a des contacts avec les politiques pour mener son entreprise. Donc c'est toujours dans le même fil. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais essayer d'être courte parce que c'est tellement compliqué. Je suis donc mariée avec Claude Joncourt, et qui est directeur général de la Compagnie Générale de Radiologie, filiale de Thomson à l'époque, qui est devenue Thales d'ailleurs, qui a changé de nom. Et on apprend que Christine a été mariée avec Jean-Jacques de Peretti, qui se présente député dans ma circonscription. En Dordogne. En Dordogne, ouais. Voilà. Et je suis approchée par Roland Dumas, par l'intermédiaire de son épouse. Je suis approchée par Roland Dumas qui me demande qui a l'air de vouloir savoir des choses sur son adversaire. Bon, comme j'ai un fils avec Jean-Jacques de Peretti, qui n'a pas été toujours parfait avec sa famille, mais bon, j'ai pas cédé, mais en même temps, comme ma famille est de gauche, donc il sympathise avec mon père, avec ma mère, et donc ils décident ensemble de l'aider pour la campagne contre mon premier mari. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, mon deuxième mari Joncourt, lui, ça serait compliqué à raconter, mais en 81, Alain Gomez a été nommé patron de Thomson. Il ne voulait plus de la Compagnie Générale de Radiologie, donc mon ex-mari voulait absolument que ça se refasse, et il imaginait que la maison mère pourrait être Elf. Donc on arrivait à une période, en 88, où on allait renommer les présidents des nationales, dont Elf Aquitaine, et tout le monde voulait bien que ça change un petit peu de côté, oui, que ça bascule à gauche, puisque depuis la création d'Elf Aquitaine,
par le général de Gaulle. Je vais peut-être dire des bêtises, mais dans les années 50 et quelques. Donc c'était la droite qui tenait les rênes. Et donc là, effectivement, les socialistes avaient envie un petit peu de prendre le relais. Donc il fallait essayer de faire nommer Loïc Le Floch-Préjean, qui était bien sûr socialiste, à la tête de Elf. Donc comme on allait à la deuxième élection présidentielle de Mitterrand, on savait qu'il serait réélu, on savait que Roland Dumas aurait un poste vraiment élevé, il a été quand même ministre des Affaires étrangères. Donc on a approché Christine, autant Le Floch-Préjean que Alfred Sirvin, qui était son homme de main, et mon ex-mari Jeancourt, pour pousser Roland Dumas à faire en sorte auprès de Mitterrand, Cresson à l'époque était ministre de l'Industrie, pour faire nommer Loïc Le Floch-Préjean à Elf-Aquitaine. Voilà. Donc Roland Dumas était dans cette maison souvent, puisqu'il a été élu, bien sûr, il a gagné contre mon premier mari. Et donc, il s'était installé ses bureaux, d'ailleurs, dans notre maison au début. Et ma mère s'occupait un peu de son secrétariat, gratuitement. Il lui faisait des omelettes aux truffes, il était ravi quand il venait. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis finalement, il a fallu se battre, parce qu'il y avait tous les X-Mines qui décidaient que ça ne serait pas le Floch et que c'était à eux de continuer à gérer Elf-Aquitaine. Donc il a fallu se battre pour faire nommer le Floch, et nous avons réussi à nommer le Floch. Voilà. À la suite de ça, on est revenu, l'équipe, donc la nouvelle équipe, le Floch, Sirvin, ça sont revenus vers moi parce que, pour dire pourquoi moi je suis rentrée dans Elf, c'est quand même important. Eva Joly a dit que c'était du travail fictif, c'était pas du tout du travail fictif. On est venu me chercher parce que, première raison, le Floch, donc président d'Elf-Aquitaine, et Roland Dumas n'avaient pas de très très bonnes relations. Donc, vous savez qu'une pétrolière, une boîte comme ça, ne peut pas fonctionner sans le ministère des Affaires étrangères. Donc, on est venu me proposer de faire le travail de relations publiques entre la grande Elf-Aquitaine et le Quai d'Orsay. On m'a proposé un salaire. À l'époque, je divorçais de Claude Joncourt. J'avais mes 2 fils à m'occuper. Donc c'est vrai que je ne peux pas dire que j'avais une petite boîte de communication mais qui ne faisait pas grand-chose. J'avais monté une galerie de peinture boulevard Saint-Germain à Paris. Donc j'étais plutôt dans cette partie-là. Mais communication, ça m'allait bien. Donc on m'a proposé de faire ce travail de communication entre Elf et le Quai d'Orsay. J'avais un salaire, ça je veux le dire parce que c'est important, de 11 000 francs, à l'époque c'était des francs, 11 000 francs par mois. On m'a accusé de tous les maux, mais bon, j'ai fait un travail comme... Et vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, en temps normal, ce sont 5 ambassadeurs à la retraite qui font ce boulot. Là, ils sont partis en vacances, hein. C'est Christine qui a fait le boulot. Et en 91, je me souviens, j'avais tellement ramené de beaux contrats à Elf-Aquitaine qu'on me disait qu'on allait me mettre la Légion d'honneur. 6 ans après, on m'a mise à Fleury-Mérogis. Voilà. Enfin, alors, on en reparlera peut-être dans cet épisode. Mais bon. Ou pas, donc j'ai fait ce travail pendant 5 ans auprès d'Elf-Aquitaine et le Quai d'Orsay. Et là, si vous voulez, je suis rentrée dans un milieu que je ne connaissais pas. D'abord, c'est un milieu d'hommes. Oui. Et j'étais une femme. Pas facile. Au début, il a fallu que j'apprenne vite. J'ai découvert plein de choses aussi. J'ai découvert la corruption. Voilà, c'est quelque chose qui m'a troublée, qui m'a inquiétée et qui m'a... C'est dur, vous savez, quand on découvre ça, mais à un point qu'on n'imagine même pas. En fait, Elf-Aquitaine, c'était l'Afrique. C'était... Et c'était financer tous les services, tout passait par Elf-Aquitaine. Donc on avait expliqué, le Floch, c'est vrai qu'il n'était pas très au fait de tout ça quand il a pris les commandes. On lui disait que c'est comme s'il rentrait dans un Boeing. Alors il a tout le bazar devant lui et il ne faut rien toucher. Il faut faire comme c'était avant.
Et le Floc a découvert mais des fuites de pognon, mais de folie. Et il a été obligé de continuer parce que c'était comme ça. Ce que tu découvres à ce moment-là, oui, hein, peu importe la corruption. Je découvre la corruption. Rôle à et je vais vous l'époque. dire une petite anecdote qui est assez marrante. Enfin marrante, si on peut dire marrant. Alfred Sirvin donc, était le numéro 2. C'est-à-dire qu'il était le DRH, il travaillait auprès de Le Floc. Il avait mené ce combat avec lui pour être en place. Et je me souviens que Alfred, moi je dépendais plus d'Alfred Sirvin. En fait, j'étais un peu sa carte cachée. C'est-à-dire que, alors j'avais pas de bureau dans Elf, il voulait pas. Ça m'a été reproché, bien sûr. C'était salaire fictif. Bah, oui, parce que je n'avais pas mon bureau dans Elf Aquitaine, mais j'avais mes rendez-vous avec Alfred Sirvin, puisque c'est par lui que je travaillais, à travers lui. Et lui, j'étais sa carte secrète, en fait. C'est pour ça qu'il ne me montrait pas. Il fallait que j'organise des dîners. Alors ça, c'est important aussi de le dire. On m'avait fourni un appartement, qui m'a été reproché aussi, abus de bien social, pour que je puisse organiser des dîners. Parce qu'il y avait des messieurs de droite ou de gauche qui ne voulaient pas qu'on les voit ensemble. Voilà, donc ça se passait, j'avais un maître d'hôtel qui venait, toujours le même, en qui j'avais confiance. J'installais ces messieurs à la table, je leur disais au revoir, j'allais dans le café en bas avec les accompagnateurs, dont Alfred Sirvin, et les chauffeurs et les gardes du corps. On mangeait un sandwich, et puis je remontais au café, et puis je leur disais c'est bien passé, je raccompagnais ces messieurs. Ce qui se disait, je n'en sais rien, et j'avais un maître d'hôtel très discret qui ne me l'aurait pas dit. Donc voilà, ça faisait partie aussi de mes fonctions. Ok ? Voilà, donc j'ai fait ce travail pendant 5 ans, et avec des voyages permanents, avec la valise au fond du lit, avec ma valise toute prête, parce que dans l'heure, il fallait que j'aille ici, que j'aille ailleurs, où est le ministre, on a des problèmes. Il y a plein d'anecdotes comme ça que je peux vous raconter, mais on peut passer la nuit aussi, hein. Donc je ne vais pas le faire. Mais c'est vrai que je sais le travail que j'ai fait, je sais ce que j'ai rapporté à Elf Aquitaine, et c'est terrible après de le payer de cette façon. Mais tu as eu le sentiment d'être utilisé voilà. par ce... Mais par exemple, je vous donne un petit exemple. Un jour, Alfred m'appelle, il m'avait dit de meubler ce petit appartement pour ses fameux dîners. Et je dis à Alfred, moi, avec l'argent 11 000 francs par mois, je ne pouvais pas ni acheter une table, ni des fauteuils, ni des assiettes. Hein. Donc il me dit, écoute, descends, je suis en bas de la maison, donc on n'était pas loin de la rue Marbeuf. Et il était à côté de Berluti, d'ailleurs, qui a fait beaucoup de bruit, les chaussures. Et je descends, et pour qu'il me donne un peu d'argent pour aller acheter, pour meubler ce petit appartement. Et je descends, il ouvre son coffre en plein milieu de l'après-midi. Son chauffeur est à côté de la voiture, il ouvre le coffre, il y a un plaid écossais, il le soulève, et qu'est-ce que je vois ? Ça de billets de banque de 500 francs. Il y en avait tapissé tout le coffre. Ah ! J'ai dit, mais enfin Alfred, qu'est-ce que c'est que ça ? Il m'a dit, je fais le laitier. C'est-à-dire qu'il allait distribuer l'argent liquide. Là, je crois que c'est la première fois que j'ai commencé à voir ce qui se passait dans les coulisses. Et sous la couverture, il attrapait les billets. Combien il te faut ? Je dis, j'en sais rien, Alfred, mais tu vois à peu près. Pour meubler, puis il me faut des verres, il me faut des assiettes, il faut que je puisse faire vos dîners. Et donc, il sortait, il comptait devant les passants qui tournaient. Ah non, bon, bref. Et puis un jour, il m'a dit, je vais t'expliquer ce que c'est. Elf Aquitaine a été à droite pendant tant d'années. Ok ? Ce sont des gens qui ont l'habitude de l'argent, l'habitude de grosses sommes, l'habitude de faire avec. Quand les socialistes sont arrivés, eux, ils avaient été privés pendant toutes ces années, privés de cette aubaine, privés de ce magot. Donc, il me dit, c'est que tu prends des enfants qui sont privés de dessert depuis des années, tu les mets devant la vitrine d'une pâtisserie et tu lui dis, maintenant la porte est ouverte, rentrez. Et tu sais ce qu'ils font les enfants ? Ils se jettent sur tous les gâteaux, ils mangent, ils en foutent partout par terre. Voilà la description d'Alfred Sirvin, de ce qui se passait dans Elf Aquitaine. Et là, ils ont bouffé dans tous les sens. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, découvrant cette corruption visiblement structurelle, qu'est-ce qui fait que
Tu dis pas je me retire du jeu, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas peur d'être compromise? Alors certains diront, certains l'appât du gain, la volonté d'en profiter. C'est une très bonne question parce que après, oui, Marc, c'est une très bonne question parce qu'après il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi vous ne l'avez pas dit quand vous l'avez vu? Ok, j'imagine que dans Elf Aquitaine ou d'autres entreprises à l'époque, j'imagine, ou même dans des ministères, que les gens le voient ça. Les caisses noires à l'époque, il y en avait. Ils avaient les tiroirs pleins de billets de banque. Je ne sais pas si ça existe à nouveau, mais je crois que ça avait été supprimé, ça. Mais ils avaient les boîtes, les caisses noires, donc l'argent, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et qui devaient être témoins, comme je l'ai été. Alors je répondais, parce que c'est quand j'ai eu mes procès et tout, quand on commençait, plein de gens m'écrivaient en me disant, ou m'alertaient, ou m'interpellaient en disant, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Mais comment je ne l'ai pas dit? Je monte sur l'Arc de Triomphe et je gueule, vous savez, ils sont pourris jusque-là, mais on me tire dessus, on me flingue. Et puis quoi? J'avais divorcé de Joncourt, il fallait que je travaille, j'avais mes 2 fils à élever. J'avais un bon boulot, pourquoi je pars? Est-ce que les autres partaient dans les ministères qui voient les caisses noires? Est-ce que les autres l'ont raconté? Est-ce que tous les gens d'Elf qui voyaient où passaient les miens entre l'Afrique et tout ce qui touchait partout? Personne ne parle dans ces cas-là. Aujourd'hui on parle, ça continue. Moi j'ai cru quand j'ai commencé à dénoncer, j'ai cru que ça allait s'arrêter, j'ai cru que je faisais quelque chose de positif, j'ai cru que j'allais enrayer cette machine folle. Ça n'a rien enrayé du tout, c'est pire que jamais. Parce qu'en plus, après Elf, moi j'ai eu l'affaire des frégates. Et c'est là que ça a fumé. C'est là que j'ai vraiment compris où on était. Alors refais-nous un tout petit résumé peut-être pour des ceux frégates. qui ont oublié. Alors, en 90, moi je suis approchée, lors d'un voyage, je suis approchée par un homme qui se trouve là. J'étais avec Alfred Sirvin, donc mon patron d'Elf, et je rencontre un monsieur, et on est sous la pluie dans la voiture tout seul. Alfred Sirvin avait affaire dans une banque, comme d'hab, on était en Suisse, et cet homme commence à me parler de problèmes qu'a la boîte Thomson Thales. Je dis Thomson Thales parce que les gens ne sont pas forcément... Ça a eu tellement la honte, j'ai mis tellement la honte sur Thomson qu'ils ont été obligés de changer le nom. Et donc, il me dit, oh, vous savez, on a des gros soucis avec... un énorme contrat, qui est le plus beau contrat que Thomson aura jamais, de frégates à Taïwan, de vente de frégates à Taïwan. Moi, je ne sais même pas de quoi il me parle, il me donne sa carte de visite, et puis on rentre à Paris. 3 jours après, moi je lui donne la mienne, 3 jours après, il m'appelle, il me dit « J'aimerais qu'on se rencontre, vous voulez déjeuner avec moi ?» Bon, j'ai rien contre, en plus je le voyais bien avec Alfred Sirvin, donc il n'y avait pas de raison que je n'allais pas déjeuner avec cet homme. Il me donne rendez-vous porte-maillot devant un restaurant, et moi je crois que là, je gare ma voiture, il est là, dans sa Mercedes, il me dit, vous montez. J'ai dit, vous montez, on va où? Ben, je me retrouve au dernier étage de la Tour Thomson, dans le restaurant du président Gomez, Alain Gomez. Et là, il y a 6 hommes qui sont à la table, pas Gomez, qui devait être derrière la porte. Il y a 6 hommes à la table, et pendant tout le déjeuner, j'entends parler des frégates à Taïwan. Qu'ils n'arrivent pas à vendre ces frégates, 6 frégates à Taïwan, que la Taïwan en a marre d'attendre, qui risque de passer à la concurrence, que c'est un énorme contrat, le plus beau que Thomson n'aura jamais eu, et que ça sauve le chantier naval de l'Orient, qui sont en train de mettre les gens à la porte, de mettre la clé sous la porte. Donc il faut absolument qu'on lève le veto qu'il y a sur ce marché. Pourquoi il y a un veto? Alors là, il me l'explique, parce que moi je ne le sais pas. Il y a un veto parce que, en fait après je l'ai su, ce qui pourquoi j'ai mieux compris. La Chine, du temps du général de Gaulle, a signé un accord avec la France, a donné un accord à la Chine comme quoi jamais la France ne négocierait d'armement à Taïwan. Vous savez toujours, d'ailleurs aujourd'hui ça recommence, la Chine veut récupérer la petite île de Taïwan. Ok? Donc Taïwan veut s'armer pour se protéger de la Chine. Et donc on a signé cet accord. Ça veut dire que ce que m'a expliqué Roland Dumas après, parce qu'on m'a chargé de faire ce travail, que si on cède sur ce marché,
on rompt les relations diplomatiques avec la Chine et que c'est très ennuyeux. Donc, effectivement, Roland Dumas et François Mitterrand, le président, ont bloqué cette vente. Et Thomson devient fou. Et Thomson devient fou parce qu'ils veulent absolument signer ce marché. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Elf Aquitaine son réseau. Le réseau, c'est-à-dire Edmond Quan, qui est un Chinois sur place, là-bas, qui travaille beaucoup avec Elf Aquitaine, et Christine, qui a ses entrées au Quai d'Orsay. Donc, on m'oblige à travailler là-dessus pour résoudre ce problème très vite. Première fois, alors moi, je suis obligée d'accepter, c'est vendre de l'armement. J'ai dit, attends, moi je travaille avec elle, c'est le pétrole, mais maintenant vous... Et Alfred Sierra me dit, si tu n'es pas contente, tu t'en vas. Hein. Donc, j'ai pas le choix. Donc, mon premier rendez-vous avec le ministre, je suis souvent au Quai d'Orsay, bien sûr, pour Elf. Donc, j'en profite et je demande au ministre Roland Dumas, et je lui parle de ce problème des frégates à Taïwan. C'est quand même important, ne serait-ce que pour remettre à flot l'Orient et la fabrication militaire des frégates. Et Roland Dumas me dit, vous travaillez pour Elf ou vous travaillez pour Thomson? Ben, j'ai dit, ils ont signé un joint venture, ils travaillent ensemble. Il m'a dit, moi, je ne veux pas entendre parler des frégates dans mon bureau. C'est pas votre travail. Alors vous venez quand il y a des problèmes avec Elf, mais pour ça, vous me laissez tranquille. Donc je reviens vers Alfred Sirvin et je lui dis, ben voilà, c'est niette. Et là, Alfred Sirvin rentre dans une colère en disant, écoute, si t'es pas bonne pour faire ce boulot, t'es pas bonne pour nous non plus, donc tu dégages. Donc pendant un an, je n'ai pas arrêté auprès du ministre des Affaires étrangères. Gérard. Pardon. Non, vas-y, c'est bon. C'est Alfred Sirvin, parce qu'il me disait toujours, tu vas convaincre ton ministre des Affaires étrangères, parce que maintenant on commence à en avoir assez. On commence à en avoir assez. Enfin bref. Je me suis battue pendant un an, vraiment battue, pour ces frégates. Et ennuyé le ministre sans arrêt. C'est-à-dire que quand j'allais pour Elf, à la fin, je parlais des frégates à Taïwan. Et à chaque fois, je lui expliquais qu'il fallait absolument lever ce veto et qu'il fallait absolument faire ce marché. Bon, et ben, à la fin, on a réussi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as... Et c'est là qu'on m'a dit que j'aurais la Légion d'honneur. Ah oui. T'as raison, Christine. Et Fleury-Mérogis, on me l'a remise, la Légion d'honneur. À ce moment-là, tu as l'impression d'être quoi? Une espèce de faire mon travail, de faire mon travail. D'éminence grise derrière... Pas d'éminence grise, de faire mon travail, parce qu'un ministre des Affaires étrangères n'a pas que le marché des frégates à s'occuper. Ça veut dire qu'il faut sans arrêt lui remettre le nez sur le problème, sur le sujet. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'autre, mais à chaque fois que j'avais des rendez-vous pour Elf, ou à chaque fois que j'étais en voyage, souvent avec le ministre, parce que ça m'est arrivé, ben à chaque fois je lui parlais des frégates à Taïwan, sans arrêt, qu'il y avait urgence, que les Taïwanais allaient passer à la concurrence, qu'on perdait un marché énorme. Et en période de crise sur les chantiers navals, c'était vachement important. Voilà ce que je faisais. Tu vois, à ce moment-là, tu connais déjà la corruption endémique qu'il y a chez Elf, les types de... Alors, j'avais vu la corruption endémique chez Elf, mais là, sur les frégates, je l'ai vu avec une loupe, la corruption. Parce qu'on a signé le contrat en 91. Il a été signé. Et moi, j'étais toute contente, j'avais réussi, et j'avais les félicitations et de Thomson, et des mecs de Thomson, et de la garde rapprochée de Gomez, d'Alain Gomez, et puis bien sûr d'Elf Aquitaine. Donc j'étais fière de moi. On avait réussi, mais il y a eu d'autres. Il y avait Edmond Quan aussi, qui avait fait son boulot en Chine. Bon, on y est parvenu. C'était énorme, pour la France, c'était bien. Et puis, les frégates se sont vendues. Donc, on a vendu en juillet 91. Ça a été signé. Ouais. Et un jour, Roland Dumas me dit, eh bien, le réseau Elf, vous m'aviez dit, le réseau Elf avait signé un contrat, donc ce contrat avec Thomson, de 1% sur le marché. Et le réseau Elf ne touchait rien. Il avait beau rappeler aux ordres,
En fait, j'apprends par Roland Dumas que des milliards sont payés sur ce contrat en France et à Taïwan. À Taïwan, à certains militaires qui l'ont payé depuis. Prison. Mais en France, rien. Et Roland Dumas me dit le nom de ceux qui ont touché. Ils étaient une quinzaine. Et j'ai tous les noms. Et j'ai aujourd'hui encore tous les noms, que je n'ai jamais dit, bien sûr. Des hommes de pouvoir qui, à l'époque... Des politiques en place à l'époque qui n'avaient rien fait pour faire aboutir et qui touchaient de l'argent de Gomez, de Thompson. Ouais, en rétrocommission. Voilà. Donc, quand on a su ça, Alfred s'est un petit peu mis en colère et a dit, mais les 1% du réseau qui a fait le boulot, on veut être payé. Et Gomez n'a pas voulu payer. 1%. Alors, elle va porter plainte au tribunal arbitral de Genève. Quand on distribue des rétrocommissions à ces hauteurs-là, on ne prend pas le risque d'aller à Genève en pleine lumière pour exposer le truc. C'est un truc de fou là qui est arrivé. Il l'a fait. Et donc, Alfred a dit, on va se battre à Genève. Moi, j'ai dit, moi, je ne veux plus entendre parler de l'affaire des frégates à Taïwan. Moi, c'est fini maintenant. J'ai fait mon boulot. Je n'ai pas été payé plus pour ça. J'avais mes 11 000 francs par mois. J'étais tranquille. J'avais une carte de crédit pour mes déplacements qu'on m'avait donnée, qui a fait fureur. Bon, voilà, c'est tout. Moi, j'étais peinarde. Je ne voulais plus en entendre parler. Donc, je n'étais pas présente dans ce tribunal. Et Elf, le réseau Elf, a gagné. C'est-à-dire qu'un jour, il y a on a envoyé un huissier de Genève pour chercher les 1% du réseau Elf à Thompson, à la Défense. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Alain Gomez a pris son téléphone et il a appelé Eva Joly. Tentative d'escroquerie du réseau Elf. Voilà pourquoi je me suis pris, en plus du travail fictif chez Elf, je me suis pris une tentative d'escroquerie sur les frégates. Puisque, bien sûr, j'ai été citée dedans, parce que j'avais fait le boulot. Voilà. Alors, tu parles beaucoup en termes de ces messieurs, et un de tes livres réévoque ce terme, ces messieurs qui nous gouvernent. Ces messieurs qui nous gouvernent. Le fait que ce soit un milieu, à l'époque en tout cas, ça a changé remarquablement. Un milieu d'hommes strictement. C'est un milieu masculin, complètement masculin. Non, moi, ce livre-là, c'est que des anecdotes vraies. Je n'ai pas à me citer de nom parce que je ne veux pas que l'éditeur ait des problèmes. Ce sont que des anecdotes vraies. Mais au lieu de prendre le biais, parce que j'en ai écrit 12 livres, et les premiers, il y a Opération Bravo, il y a Corruption, une affaire d'État qui touche toute mon affaire. Corruption, une affaire d'État, ça a été pilonné. Alors, très peu de gens l'ont lu, mais là, je pense que c'est le plus fort. C'est celui où je raconte tout. Et là, celui-là, je suis soft. Je prends le problème un peu à l'envers. Je prends le comportement des hommes de pouvoir avec les femmes surtout, parce que j'ai des anecdotes, puis que j'ai vécu aussi, puis j'ai une anecdote forte. Mon anecdote aussi, c'est par exemple quand tout a explosé pour moi et que j'étais le fusible idéal et qu'on m'a mise en prison pour des sommes, soi-disant que j'ai reçues. On parle de 10 millions d'euros et qui n'étaient pas pour moi, bien sûr, parce que quand ils reçoivent ces rétrocommissions, ça part dans tous les sens, mais c'est caché. Vous comprenez? C'est caché. C'est-à-dire que ce n'est pas sur leur propre compte. Ça part au Luxembourg, ça part ici, dans les paradis fiscaux. Et moi, c'est tombé sur moi pour un politique que je ne citerai pas devant vous. Vous pensez qui vous voulez. Ok? Donc cet argent est tombé sur un compte à moi. Et quand j'ai vu cet argent tomber, je vous foutais de ma gueule, mais je veux pas. Mais qu'est-ce que c'est ce pognon? Il me dit, maintenant tu te démerdes. Eh ben oui, il est resté sur mon compte jusqu'à ce que je le rende à la justice, parce que moi j'en pouvais plus, c'était pas mon argent, c'était pour quelqu'un. Et qui me le réclamait. Ok? Donc, je ne sais plus où j'en étais. Alors, tu es
en faisant la découverte de ce milieu qui, j'imagine, Voilà. Donc, si vous voulez... aussi t'a fasciné. C'était Ouais, donc, au-delà de la personnalité de Roland Dumas qui. Mais ils sont tous. En fait, le pouvoir appelle l'argent. L'argent donne du pouvoir. Et plus on veut de pouvoir, plus il faut d'argent. Et tout ça, c'est une corruption généralisée, gravissime. Et la France est là-dedans depuis... allez, je vais être gentille. Depuis 50 ans, ça ne va qu'en s'aggravant. Tu as le sentiment que ça va en s'aggravant. Exactement. Vous savez, tu sais, quand j'ai commencé à me battre, c'est en 98, je suis sortie de prison. J'ai écrit un livre qui s'appelait La putain de la République. C'est Eva Joly qui m'avait appelé comme ça. Et j'ai voulu prouver, puis j'avais besoin d'argent. Elle voulait me remettre en prison 6 mois pour les frégates. Là, je tuais mes gosses, je tuais ma mère, je tuais tout le monde. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelait Putain de République. Et les éditeurs m'ont dit, si vous ne mettez pas les 2 articles, nous, on vous donne pas pour votre avaloir. Donc, pour pouvoir payer 1 million de francs, j'ai réussi à avoir de l'éditeur 600 000 en mettant Putain de République. Et c'était comme ça qu'Eva Joly m'avait appelé. Mais je continue à dire c'est la putain de la République qu'on m'avait appelé Eva Joly. Je maintiens toujours que c'est Putain de République. Putain de République. C'était le titre que tu avais choisi. C'est le titre que j'avais choisi. Mais pour avoir mon argent pour payer ma caution, j'étais obligée de mettre les 2 articles. C'est intéressant, ouais. Bah oui, voilà. Mais ce truc, même encore quelquefois, on me dit tiens, voilà la putain de la République. C'est pas la putain, ce sont les putains de la République. Ouais. Ou les macros de la République, comme vous voulez. Qu'est-ce qui te fait penser que tu dis les choses se sont aggravées ou qu'en tout cas ne se sont pas améliorées? Oui. On a l'impression qu'il y a des transparences. J'y ai cru, j'ai été la première, je me rappelle, mon avocate me disait toujours, pas un journaliste, pas un média, personne n'a dit que tu as été la première en France. J'ai été la première en France. En 2001, j'ai appelé 3 journalistes, François, Libé et Le Parisien, dans un café, et je leur ai dit voilà, je veux la une, et je vais vous dire tous pourris. Ça vous va le gros titre? La manchette, elle vous plaît? Bien sûr, ils l'ont prise, mais j'ai fait l'article. Et j'ai eu la première page des 3 quotidiens le même jour. Tous pourris, Christine de Huégencourt. Et là, j'ai commencé à rentrer dans la bagarre. Et là, on a commencé à me menacer. Mais me menacer tous les jours des coups de fil en me disant qu'il fallait que je choisisse les clous de mon cercueil. Si bien que j'ai été... ça a alerté certains anciens des services et des parachutistes. C'est pour ça que je les remercie encore, qui m'ont probablement sauvé la peau. Il y a 20 morts autour de moi dans l'affaire des frégates à Taïwan. Des témoins. Je suis la dernière survivante et je suis la première à avoir dénoncé la corruption en France. Et donc, à la suite de ça, là, les coups sont vraiment tombés, là, c'est sûr. J'étais en gilet pare-balles, on m'avait dit même de me protéger dans ma voiture. Il fallait mettre une couverture parce qu'ils versent des produits qui tuent, qui vous donnent des cancers fulgurants. Donc je mettais ma couverture sur mon siège, j'avais mon gilet pare-balles, la ceinture. Quelquefois, j'avais l'impression vraiment d'être attachée à la bagnole. Et comme j'étais dans un parking et au 3e sous-sol, j'avais peur qu'on me traficote la voiture. Donc quand j'étais avec mes enfants, je les attendais moi en haut du parking, dans la rue, pas à peine de crever tous. Je mettais la clé et je faisais signe de la croix. J'ai survécu parce que j'étais médiatisée aussi à chaque fois. À chaque fois que... Tu penses que ça t'a protégée? Oui, à chaque fois que j'avais un plateau télé, je faisais que ça pour essayer de faire comprendre ce qui se passait derrière. Et à chaque fois, je disais sur les plateaux, s'il m'arrivait un pépin, ça ne sera pas un accident. J'avais des menaces de mort, j'en ai eu une. J'ai eu un contrat sur ma vie en 99, en juin 99. Et les gens des services m'ont donné le nom de la personne qui avait mis mon contrat, le contrat sur ma vie. Donc je me suis trimballée 3 ans en gilet pare-balles dans Paris. Ouais. À la fin, j'ai fourgué ma voiture et puis je faisais à vélo. Quand je montais la rue Lafayette, j'habitais à côté de la gare du Nord.
Je vous jure qu'il fallait pédaler parce qu'un gilet pare-balles, c'est lourd. Et puis, ces gens des services m'ont appris à tirer. Alors, j'étais au milieu des paras, je prenais des cours de tir. Ils m'ont protégé beaucoup, ouais. Pourquoi Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils savaient ce qui se passait. Parce que il y avait le général Ossarez, qui était un vieux général qui a créé le service action dans les services secrets, qui a cherché à me rencontrer, qui m'a dit on n'a jamais vu une femme aussi seule se battre contre tout. Donc voilà, et il m'a aidé, il m'a livré le gilet pare-balles et puis il m'a fait ma protection dans le quartier. Ouais, il m'a beaucoup aidé. Vous savez, quand j'ai écrit Opération Bravo, donc c'est le premier livre où je me suis lancée dans la bagarre, j'ai des gens, je ne sais pas si je peux le dire, mais ouais, d'une loge, qui m'ont dit votre situation nous donne envie de vous aider parce que vous êtes dans une mer de noire. Donc on va vous mettre en contact avec quelqu'un. Ça va peut-être vous aider. Donc je rencontre ce quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Thierry Imbaud. Son père, le général Imbaud, a été le patron des services secrets français. Et Thierry Imbaud, pendant l'affaire des frégates, était envoyé économique sur place. Et il connaissait tous les noms de tous ceux qui ont touché sur ce marché. Les politiques. Qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, ils n'avaient rien fait pour. Mais qui... ok. Je rencontre cet homme. C'est au moment où sortaient les statuettes. On parlait de 2 statuettes et des godasses de Roland Dumas. Il y avait d'autres choses à voir. Mais c'est vrai qu'à cette époque, j'avais un copain qui avait été garde du corps et qui me faisait ça gratuitement, mais qui était tout le temps à mes côtés. Je ne bougeais plus dans Paris sans lui. Et je vais à ce rendez-vous, toujours méfiante. Et je rencontre donc le fils du général Imbaud. Et ce monsieur me dit, vous êtes dans une mauvaise situation. D'abord, il me parle des frégates et j'ai dit, mon Dieu, je suis la seule en France à parler des frégates à Taïwan et de la corruption là-dessus. Et il me dit, vous savez que j'ai dit, oui, je sais, vous étiez en poste là-bas. Et il m'a dit, oui. Il m'a dit, j'ai tous les noms. J'ai dit, moi aussi. On a échangé les noms ensemble. On avait les mêmes. Il m'a dit, vous n'allez pas vous en sortir en France. Il m'a dit, vous avez les politiques contre vous, la justice contre vous et les médias contre vous. Ils vont vous avoir la peau. J'ai dit, vous avez fait tout ce trajet pour venir me voir. Et j'ai dit, mais vous êtes où maintenant? Il me dit, moi, je suis mariée avec une Américaine qui devait travailler auprès, vous allez voir, c'est intéressant, qui devait travailler du temps de Clinton. Elle était pressentie pour être porte-parole de la Maison-Blanche auprès de Clinton. Et elle était enceinte de notre 2e enfant, donc elle a refusé et elle a pris la tête, elle est rédacteur en chef de CNN, ce qui est le plus haut poste. Il m'a dit, écoutez, vous avez une solution pour vous en sortir. J'ai dit, c'est laquelle? Il m'a dit, si vous en êtes d'accord, Clinton veut savoir, parce que vous ne savez peut-être pas depuis, mais depuis que Elf Aquitaine a eu cette histoire, les fonds de pension américains ont pris 50 ou 51% des parts. Clinton veut savoir, et je ne savais même pas qu'ils avaient démantelé déjà notre fleuron national français qui était Elf Aquitaine. Il m'a dit, si vous voulez, vous avez tapis rouge sur CNN pour venir dénoncer tout ça. Je le regarde affolé, je lui dis, maintenant vous vous rendez compte de ce que vous me proposez? Il m'a dit, vous allez voir Jaffré. Jaffré, c'était le patron d'Elf à l'époque. Et c'est lui qui a porté plainte contre vous. Oui, c'est votre partie civile, oui. Eh bien, vous lui demandez de la retirer, sinon vous allez dégueuler sur la France, sur CNN, et sur ce que vous savez, sur l'Afrique et tout le pognon, parce que ça, j'en sais un paquet. Et qu'est-ce qui t'a retenu de le faire à l'époque? Je lui ai dit, vous me donnez 3 jours. Il m'a dit, oui, appelez-moi. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi? Je suis écœurée de tout ce que j'apprends au fil des mois, j'en reçois, et puis j'en recevais même d'autres personnes qui venaient me raconter des trucs. Attends, c'était énorme, submergé par toutes ces
ces dérives en France, c'est hallucinogène. Il nous faudrait 10 heures d'interview, Marc, si vous vouliez que je vous raconte tout. Parce On a un peu de temps. avant de mourir, je veux dire que je vais le faire. Je le ferai. Et il me dit, et je lui ai dit, mais vous savez quoi? Allez sur CNN, je sers les Américains dans le pétrole en Afrique. Ok? Je ne sais pas si je suis prête à trahir mon pays malgré tout le mal qu'ils me font. Et donc j'ai refusé. Je n'ai plus jamais revu cet homme. Puis j'ai voulu écrire un deuxième livre. Et j'ai essayé de le recontacter. Alors j'avais son téléphone à son domicile à Washington. J'avais le téléphone de sa femme à CNN. Et à chaque fois, elle me disait, oh, mais il est en Asie, il faisait des affaires entre l'Asie et l'Amérique, je ne sais pas. Il passait à Paris de temps en temps pour saluer le vieux général Imbaud, son père. Mais c'est tout. Donc impossible de le retrouver. Il ne me rappelait pas. Parce que probablement j'avais refusé cette offre. Il m'avait dit bonne chance et que Dieu vous garde. Il n'avait pas tort. Parce que je reviens de loin. Et donc un jour, j'ai un journaliste indépendant qui travaillait pour VSD et pour l'Express ou le Point, je ne me rappelle plus, que je connaissais comme ça, et qui m'appelle et qui me dit il faut que je te voie de toute urgence. Il vient chez moi, je dis qu'est-ce que tu as? Il me dit tu peux me prêter ton gilet pare-balles? Je dis arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fais? Il me dit écoute, j'ai rendez-vous avec Thierry Imbaud. Quoi? Quand? Demain ou après-demain? Non, demain soir, demain vers 17h. C'est pas possible. Il me dit si. Mais je dis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il me dit tu sais qu'il s'installe à Paris. Sa femme a quitté CNN, elle prend Herald Tribune de Paris. C'est elle qui va devenir rédacteur en chef. Et il est en train de déménager, rue Jean Goujon, en face du studio de ma avocate de Marseille. Elle avait un petit studio juste en face. Il s'installe là et sa femme va arriver avec les enfants. Ah bon? Mais alors, si tu vois Thierry Imbaud, il me dit, probablement, il me balance tous les noms. T'es corrompu sur l'affaire des frégates à Taïwan. Oh, je comprends. Bon, allez, prends le gilet pare-balles. Mais il flippait grave. Eh bien, tenez-vous bien, à 23h, le même jour, Thierry Imbaud était passé par la fenêtre du 5e étage, rue Jean Goujon. Ça va? La police était déplacée. Puis ils sont allés boire un pot au café en face en disant que c'était un suicide. Les gens qui m'avaient aidé à faire rencontrer Thierry Imbaud, je les ai appelés et je leur ai demandé, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, ils l'ont tué, il m'a dit bien sûr. Il m'a dit sur le cercueil de Thierry, je demanderai au général Imbaud de promettre de venger son fils. Quelques jours après, dans la presse, le général Imbaud disait que son fils était dépressif. Puis, sur mon dossier, chez mon avocate, dossier des frégates qui fait 1 mètre de haut, je vois la déposition. Eva Joly était partie, on l'avait sortie, c'était le juge Van Rynbeek, qui est chapeau bas, qui est un vrai juge honnête et intègre, comme il y en a peu en France, qui avait interrogé le père de Thierry Imbaud et qui disait on a tué mon fils parce qu'il avait le nom de tous les pourris sur l'affaire des frégates à Taïwan, de tous ceux qui ont touché. C'était noir sur blanc dans mon dossier. Et cette information n'a jamais filtré dans la presse? Jamais. Est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi tu n'as jamais envisagé de quitter la France? Te mettre à distance J'ai quitté la France. Je suis au milieu des bois. Je rencontre des sangliers, des biches et des lapins. Je suis bien là, moi. Vous avez vu, pour me trouver, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Je suis aussi bien ici. Partir où? De toute façon, partir où? Il y en a qui se font encore avoir, même s'ils sont plus en France. Ça, vous le couperez. Vous avez vu Stéphane Blé? Il est allé se réfugier en Turquie. Vous avez vu ce qui est arrivé? Il avait un truc à faire à Genève, il a passé du 5e étage. C'est toujours du 5e étage. Vous pouvez le garder si vous voulez, je m'en fous, c'est pour vous. Ou des cancers fulgurants, ou balancer des 5e étages, ou des accidents. Moi, j'en ai eu plein de gens autour de moi comme ça. Alfred Sirvin aussi. Mais ça, je ne le dirai pas.
pas de cerveau, elle n'est pas morte de mort naturelle. J'ai les preuves, je le sais. Comment ça s'est passé? On tue. On tue, Marc, en France, quand on gêne. Pour ça, je vous fais une grande confiance en vous faisant venir ici. Je fais confiance au Val-Média. On se sent honoré de la confiance que tu nous portes. On se sent honoré. Alors, au lieu de la Légion d'honneur qu'on t'avait promise... Non, Fleury-Mérogis. Tu te retrouves à Fleury-Mérogis, Ouais. peut-être. Je sais que c'est un moment qui a été... dont tu parles toujours, on en a parlé un petit peu hors caméra déjà, avec beaucoup d'émotions et beaucoup de... C'était pas facile d'abord parce que, la justice, moi je savais pas que la justice, ça n'existait pas en France. Moi j'ai eu la justice pour 2 divorces, c'est tout. Mais je connaissais pas autre chose de la justice en France. C'est assez impressionnant quand même, hein. C'est flippant. Donc, oui, Fleury-Mérogis, j'ai fait 48 heures de garde à vue quand on est venu me chercher. Donc, c'était en novembre 97. On est venu me chercher, on m'a emmené au pôle financier, non pas au pôle financier, comment ça s'appelle, dans le 13e, pour interrogatoire pendant 48 heures. Et au bout de 48 heures, j'ai dormi dans un commissariat. On m'a bien mis en blas pour que je sois bien préparée, au milieu des clochards et des prostituées qui me crachaient dessus. Enfin, c'était une nuit assez épouvantable. Le lendemain, ça a repris, et puis à 23 heures le soir, au bout de 48 heures, on m'a chargée dans une voiture, Eva Joly m'attendait au palais de justice, 23 heures, 11 heures du soir. Et le patron de la brigade financière, dont j'ai oublié le nom, était assis à côté de moi dans la voiture qui m'emmenait et m'a dit à l'oreille, si vous donnez Roland Dumas à Eva Joly, vous rentrez chez vous ce soir. Et je n'ai pas donné Roland Dumas à Eva Joly et j'ai fait 6 mois de prison. Et pourquoi je n'ai pas donné Roland Dumas à Eva Joly? Parce que j'avais bien compris qu'elle voulait se payer le 4e homme d'État, qui mettait des cornes sur sa cheminée, et qu'elle était plein phare dans les médias. Elle adorait ça, elle avait un côté très star. Et puis surtout qu'elle était payée par... Je m'en fiche, je le dis, puisque même Roland Dumas l'avait dit dans une interview dans les années 2000 sur Le Figaro. Elle était probablement payée par le cabinet Kroll, qui est une antenne de la CIA à Paris, et qui a bien travaillé, puisqu'elle a démoli Elf Aquitaine. C'est Total qui a absorbé Elf, alors que ça aurait dû être à l'inverse. J'entendais toujours parler de la petite Total que Elf allait absorber, et c'est la petite Total qui a absorbé la grosse Elf. Voilà. Donc elle a bien fait son boulot. On a détruit Elf. Elle a été bien payée pour faire ça, sûrement. Je sais, mais bon, ça va, on s'arrête là. Et Alors, revenons peut-être à cette expérience douloureuse de la prison. Qu'est-ce que tu en as retenu au-delà de alors, ce quand je suis arrivée en prison, donc le soir même, on m'a emmené menottée dans un fourgon, menottée les pieds et les mains. J'avais l'impression d'être Bonnie and Clyde. Oh, aïe, aïe. On est arrivé là-bas, il devait être 2 heures du matin. On m'a mis dans une cellule toute seule. Et puis après, ils ont été tout sympas, Fleury, et je les remercie encore. Ils n'ont pas compris ce que je faisais là. Bon, ils avaient peut-être trop compris. Alors, ils m'ont permis de sortir de ma cellule pour pas que je fasse de bêtises. Et ils m'ont fait travailler à la bibliothèque. Donc là, j'ai rencontré la misère humaine. J'ai appris plein de choses. Je voulais écrire un livre là-dessus. Et j'ai pas le courage. Mais c'est très, très dur. J'ai écouté les complaintes et les plaintes et ce que vivaient ces femmes-là et pourquoi elles étaient là. C'est souvent à cause des hommes. Hein. On y revient à ça. On y revient. Souvent à cause des hommes, oui. Pas forcément que des hommes de pouvoir, d'ailleurs. Mais bref, et puis j'ai appris plein de choses aussi, mais j'ai pas envie d'en parler là. Peut-être, si avant de partir, peut-être que
J'aurais dû le faire plus tôt parce que ça aurait pu aider mes compagnes qui y sont encore, ou les autres, les nouvelles qui y sont et qui souffrent. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais à chaque fois que j'ai pris ma plume pour que je peigne, il faudrait que je le fasse sous forme d'interview avec quelqu'un. Et que quelqu'un l'écrive. Moi, je ne peux pas, là. Alors, au-delà de ta trajectoire personnelle et du regard que chacun peut porter sur ce que tu as fait, la façon dont tu as été impliqué, la façon dont tu as été victime à un moment donné, utilisé à un autre, dont tu as pu en profiter, diront certains. Peu importe, je veux dire, hein, ce qui est intéressant, et c'était la raison qui m'a conduit ici, c'est de voir que tu étais finalement au cœur d'un système, à un moment donné, dont tu ne pouvais pas imaginer qu'il existait, pas simplement parce que voilà, on était dans le cadre d'une espèce de dérive de quelques-uns, mais qui était constitutif d'un mode de fonctionnement, que c'était véritablement un mode de fonctionnement. Tout à fait. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce milieu, je découvrais des choses incroyables. Plus des gens qui venaient se confier à moi, parce que je commençais à être très médiatisée. Donc j'avais plein de gens qui m'appelaient et qui me racontaient leurs histoires à eux aussi, dans ce milieu-là. Ou des femmes qui en avaient bavé, ou même des hommes qui m'ont... Je le ferai, ce livre, parce que je ne veux pas partir sans avoir laissé ces traces. Je le ferai sur, pas que la prison, sur autre chose. Sur ce que j'ai entendu, confirmé, c'est énorme. C'est-à-dire que dès qu'on devient un danger en France pour eux, on tue, on élimine. Il y a, allez, une vingtaine, peut-être 18, 20 morts dans l'affaire des frégates à Taïwan. Des gens qui étaient dans l'ombre, mais qui avaient vu les rétrocoms, ceux qui étaient en poste à Taïwan, ou ceux qui savaient, qui avaient vu. Ils avaient, quand vous pensez que même la mutuelle française des étudiants de France a servi à transférer du pognon, des rétrocommissions sur les frégates à Taïwan. Enfin, je veux dire, ça débordait de partout, quoi. C'est une horreur. Donc il y a des gens qui venaient me dire, il y a des gens qui venaient me raconter. Donc j'ai été une espèce de réceptacle de non seulement ce que je vivais, ou ce que je voyais, ce que je constatais au quotidien, mais les autres aussi, qui venaient me raconter. Quand ils me voyaient partout sur les plateaux télé et tout, ils venaient me raconter. J'ai été sur des morts troubles en France, sur pourquoi, le comment. Enfin, oui. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé à me battre contre la corruption, où j'ai fait tous pourris, tous corrompus, malgré les menaces, j'ai continué à le faire parce que ce combat me tenait au cœur, parce que j'en avais trop vu, trop entendu. Je crois que j'avais besoin de me battre, même toute seule, mais j'avais besoin de le dire, Et je me suis dit, mais à un moment donné, je me rappelle, je me disais, il faut passer à une 6e république civile, il faut arrêter cette 5e, elle est pourrie jusqu'à la moelle de l'os. Et j'avais envie de faire ça. Et j'avais l'impression que je faisais avancer un peu les choses, que j'ouvrais les portes pour que... regardez aujourd'hui, ça a servi à rien. Mon combat n'a servi à rien. À rien du tout. À rien. À rien. Ça continue. Ça continue et probablement pire qu'avant. Puis là, en ce moment, ça va loin. Si vous voulez qu'on parle de ce qu'on vit là aujourd'hui, moi, oui. Je ne veux pas, sur tout ce qui est plan Covid et tout ça, je ne suis pas spécialiste, ok. Je vois qu'il y a des gens qui meurent, des gens vaccinés qui meurent, ça c'est ce qui m'alerte le plus. Et je me souviens d'un dîner en 87 ou 88.
Chez un monsieur, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tu peux. Chez monsieur Attali. Et on parlait de dépopulation. Moi, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai cru que c'était un joke. Ben, vous avez vu le joke où on est 80% de la population. Et puis j'ai découvert, là je ne le savais pas, qu'en 1977, il avait donné une interview, qui a fait un livre, j'ai oublié le nom de l'intervieweur, où il dit qu'effectivement, il faudra à un moment, il y a trop de population sur Terre, donc il faudra à un moment trouver une solution ou un vaccin, dit-il, 77, qui aidera, et les faibles, les innocents, en demanderont et iront à l'abattoir. Enfin, c'est pas exactement ces mots, mais c'est dans cet esprit. Je l'ai pas par cœur, parce que j'apprends pas les choses par cœur de ce genre. Voilà, donc on était en 77, et moi je l'ai entendu à des dîners en 88, 87, 88. Donc, ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est programmé depuis très très longtemps. Ce que j'avais remarqué dans toute cette période, auprès de ces hommes de pouvoir politique, surtout politique, ils n'ont en fait aucun respect pour le peuple, aucune empathie. Regardez, vous vous rappelez Hollande et les Sans-Dents? Regardez, c'est... Tu viens d'une famille socialiste. Oui, mais je suis... Et lorsque tu découvres... Vous savez quoi? Socialiste, communiste, vert ou droite... Ou... Tu ne crois pas à cette alternance? Ils sont tous pareils. Je crois aucun. À aucun. Il faudra trouver une autre solution. Il faudra demander à Valérie Bugeaud qu'elle vous explique à nouveau. Elle a des clés. Alors, sans doute. Sans doute. Alors, pensons aux jeunes générations qui viennent après nous. Ton discours est un discours très sombre. Hein. Alors, c'est pas très sombre. Marc, certains vont penser parce qu'il est marqué. C'est pas un discours sombre. C'est la réalité, c'est la vérité, c'est tout. Je dis sombre au sens où beaucoup vont, en t'écoutant, tomber de très haut. Hein. Ou peut-être penser que tu divagues, je ne sais pas, mais oui, en tout cas... il vaut mieux qu'ils commencent que je divague. Il vaut mieux dormir en mieux. Ceux qui vont y porter foi peuvent être aussi affectés par ça. Oui. C'est un discours qui, malgré tout, laisse peu de place à l'espoir. S'il est dans la nature du pouvoir, de porter en soi la corruption... Je crois aujourd'hui que cette histoire de Covid, qui est très très dure, j'appelle la pandémie, pardon, je suis obligée de mettre un L, parce que Covid, pour moi, c'est une pandémie. Tu n'as jamais cru au narratif dominant? Non, absolument pas. C'est d'après les propos d'Attali que je reprends dans son interview, non, il l'annonce clairement. Puis j'entendais parler à l'époque de dépopulation tout le temps, qu'on était trop nombreux, que le peuple polluait, que c'était... descendants qui polluent, voilà, on les a entendus, hein, j'invente rien. Et il n'y a absolument aucun respect pour le peuple. Et je trouve que le dernier président l'a montré. Vous vous rappelez tout ce qu'il a dit sur le peuple français? Un culte pour les réfractaires, les réfractaires, les incultes qu'il n'a jamais rencontré de culture en France, qu'il n'y a pas de démocratie, que les Français sont... qu'il a rencontré que des ratés sur les rôles de garde. Non mais attends, ils n'aiment pas le peuple. Quand ils arrivent à ces hauteurs de pouvoir, ils méprisent le peuple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La révolution de 1789 a amené ces gens-là en France. C'est pas le peuple qui a mené cette révolution. Elle a été infiltrée, complètement. Donc maintenant, il faut peut-être en faire une révolution, mais la vraie, la bonne. Mais pas se laisser infiltrer. Il faut que le peuple reprenne en main, reprenne les rênes de son pays en main. Seulement, est-ce qu'il en est capable?
Est-ce qu'il le peut aujourd'hui? Tu crois pas à l'homme providentiel? Non, je ne le vois pas. Si, il faudrait, mais où? Qui? De toute façon, l'homme providentiel, demain il se pointe, il n'aura ni un plateau de télé, ni un média, ni il n'aura rien. Si, il vous appelle, mais ça suffira peut-être pas au Val-Média. Comment il fait? Comment il fait? Il faut que le peuple fasse sa propre révolution déjà, et puis il faut surtout pas sortir. C'est ce que se dit Valérie. Il faut surtout sortir de cette Valérie Bugeaud, tu veux dire? cette constitution qui tient plus la route, quoi. Il faut tout remettre à plat. Il faut que le peuple reprenne les rênes de la France, et vite, s'il le peut. Il faut que les endormis se réveillent. Il y en a beaucoup d'endormis. La télé, les iPhones et les machins, on leur a vidé la tête un peu. Hein. Enfin, Alors, on parle de la France, mais cette crise, on voit bien qu'elle dépasse très largement nos frontières. On voit bien oui, elle est mondiale. C'est une crise qui est mondiale ou mondialisée. Dans cette mesure, il est difficile de penser qu'une solution pourrait être adaptée, qui puisse convenir à tous les pays. Si ce problème est constitutionnel... Je pense, de toute façon, c'était préparé de longue date. Ce travail est préparé depuis 50 ans. Je veux dire, l'ordre mondial, les Davos, les machins, ils préparent ce qu'ils sont en train de faire. Pour être très clair... Il s'était prévu pour 2020-2030. Bon, ils ont mis les... C'est-à-dire un nouvel ordre de société... ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. On entend beaucoup parler de Davos, de Schwab, voilà. Donc, ces gens-là le préparent, les Bilderberg, ces gens-là le préparent depuis la dernière guerre. Ça fait 50 ans qu'ils le préparent. Ils sont patients, vous savez. Mais là, c'était prévu, un changement radical, c'est-à-dire on va tous devenir des robots, on n'a plus de liberté, on n'a plus rien, on est fait au pas, terminé. L'humain n'existe même plus dans leur tête. Donc, pourquoi c'est venu si vite? Il y a des experts dans le domaine qui le disent. En fait, c'est plus un ordre mondial, puisque vous avez la Russie qui s'y oppose, la Chine qui s'y oppose, l'Inde qui s'y oppose, l'Iran aussi un peu. Comment ils peuvent le mener à terme, cet ordre mondial? Moi, j'y crois pas. Je pense que toutes ces folies de fascisme, parce que c'est du fascisme, un jour ils se cassent la figure, ils vont se casser la gueule. Et je le souhaite vivement et vite. Ils ne peuvent pas continuer, je ne crois pas une seconde. Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. C'est inhumain ce qu'on fait, jusqu'à piquer des enfants maintenant d'un vaccin qui n'est pas un vaccin, qui est une thérapie génique qui est en train de foutre en l'air des... Il y a des morts qui s'accumulent partout, enfin on regarde. Le relâchement des mesures qu'on peut voir en Angleterre. Oui, en Angleterre, ça y est. En Angleterre, ils ont... En France, on a déjà annoncé un calendrier de relâchement des mesures. C'est pas quelque chose qui te rassure? Si, ça me rassure. Ça me rassure. Est-ce qu'ils vont pas en inventer un autre après? Le Malburg ou je sais pas quoi, ils vont pas en nous remettre un autre? On ne sait pas. Peut-être là, c'est pour calmer un petit peu le jeu, puisqu'il y a beaucoup de pays qui se retirent. Mais est-ce que... Je pense qu'ils sont allés tellement vite et tellement loin que ça ne peut que se casser la figure. Je le crois. Et je l'espère, vraiment, pour nous tous. Puis j'ai des enfants, puis j'ai un petit-fils. J'ai pas envie qu'il finisse comme ça, quoi, sa vie, dans ce monde de dingue. Vous savez, en fait, c'est une poignée. C'est une poignée d'hommes qui tient ça. Une petite poignée. C'est fou. De fou. C'est une poignée de cinglés. Voilà, c'est tout. Tu penses qu'aujourd'hui, les États ont été à ce point privés de souveraineté que finalement... Non, c'est infiltré. Sont pas décisionnaires. Les États ne sont pas souverains du tout. C'est fini. Nous, ça a commencé sous le général de Gaulle avec Pompidou qui a déjà donné la Banque de France à Rothschild. Donc, comment on est souverain? Comment on est souverain? Et avec l'Europe en plus. Le traité de Lisbonne, le peuple n'en voulait pas. Sarkozy a passé outre. On ne peut rien faire. On est ficelé, ligoté, c'est difficile. Hein.
Maintenant, c'est l'Europe. Et la toile araignée, c'est l'Europe. Et derrière, il y a les mondialistes qui les coiffent. En fait, nos gens qui nous gouvernent, ce sont des marionnettes, c'est tout. Hollande est une marionnette, Sarko une marionnette, et Macron et Hollande, ils obéissent, c'est tout. Ils obéissent. C'est une poignée là-haut qui les... Ça va être très dur pour reprendre un État souverain, pour recréer un État souverain. Ce sera très dur, mais j'y crois. Moi, j'y crois. Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses changent, que le peuple, comme tu disais, reprenne en main sa destinée? Depuis quelque temps, je trouve que les gens se réveillent. Je le vois sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup, puisque je vis isolée, mais en même temps, je fais un énorme travail sur les réseaux sociaux. Et je vois quand même, là, je vais vous dire, depuis l'été dernier, ça a beaucoup changé. Je crois que les gens commencent à s'éveiller et comprendre où ils sont. Ça a beaucoup changé. Qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, d'ailleurs. D'ailleurs, les vaccinés refusent la 3e dose et se rejoignent les non-vax. Je veux dire, je crois qu'ils commencent à comprendre que tout ça, c'était une mise en scène. Ce clivage entre non-vaccinés et vaccinés, tu penses que c'est quelque chose qui a été aussi mis en scène, orchestré? Oui, diviser pour mieux régner, oui, bien sûr. Bien sûr. Créer des dissensions dans les familles, les isoler, Vous vous rappelez, Noël, le pépé et mémé dans la cuisine pour manger, enfin, je veux dire, ça devient pour une pandémie qui n'en est pas, pour une grippe, c'est une grippe, c'est tout. Mais ils sont très forts quand même, hein. Ils ont réussi ça, c'est énorme. Énorme. Alors disant ils ont réussi ça, est-ce que tu as conscience du coup que tes propos, ils vont certainement aussi... Ils ont réussi à nous faire croire que par la peur, par les médias, tout le monde est aux ordres. Donc ils ont réussi, mais là je vous dis, là maintenant, je pense que les gens commencent à se réveiller. Je pense que ça va mal tourner pour eux. J'espère qu'ils ont des îles des lagons bleus pour se réfugier, hein. Parce que le jour où les peuples se soulèvent, ça risque de faire très mal. Et je le souhaite, qu'ils se soulèvent et reprennent leur autonomie, leur liberté et le bon sens. Je le souhaite vraiment. Je crois. Je le sens, c'est en train de monter. Je le sens. Les gens sont en train de prendre conscience de là où ils sont. Finalement, c'est très bien. Finalement, ce Covid, il aura été utile. Hein. Dans tout négatif, il faut voir du positif. Ben voilà. Le Covid a permis d'ouvrir les yeux, de voir de quoi ils sont capables et qui ils sont. Vous êtes d'accord ? Alors je reviens à toi avant de clore cet entretien, puisque la fin de l'interview approche. C'est une longue mise en retrait pour toi de la vie publique, des médias, depuis plusieurs années. Les médias, je les ai beaucoup fréquentés. Tu t'es tenue à distance après. Pour sauver ma peau, déjà. C'est vrai que j'arrêtais pas, j'étais sur tous les plateaux de télé, les journaux. Je faisais que ça, c'était presque mon métier pendant 3 ans, pour essayer de faire comprendre ce qui se passait, d'essayer d'éveiller. Peine perdue à l'époque. Bon, il n'y a qu'un plateau télé où j'ai pu m'exprimer, c'était avec Thierry Ardisson, oui. Tout le monde en parle. C'est le seul qui m'a laissé un petit peu parler. Bon, les médias, je m'en servais comme ils se servaient tous de moi, hein, mais je m'en servais aussi. Je suis allée à Taïwan aussi pour essayer de faire, je crois que je vous l'ai dit, et donc les médias étaient là, ils me disaient, vous servez Taïwan. Je dis non, je ne sers pas Taïwan, je me sers moi de Taïwan pour... Il ne faut pas renverser. Donc, je les ai beaucoup utilisés, comme ils se sont servis de moi. Mais en même temps, c'est fini là. J'en ai plus envie. Et puis quand je les vois se comporter comme ils se comportent là, dans cette période de mensonges, de traîtrise, comment ils osent dire des horreurs, des folies, alors que je ne peux pas imaginer que ces journalistes n'ont pas conscience qui sont en train de mentir. Ça me rend folle. Ils sont en train de mentir parce que, bon, après je me calme, je me dis, bon, ils ont leur boulot, ils ont une famille,
ils ont des frais, il faut tenir le coup, donc ils acceptent. C'est la corruption par facilité. J'en sais rien, moi, je ne sais pas ce que c'est, ou garder leur boulot. Ils sont obligés d'aller dans ce sens. C'est redoutable, hein. C'est redoutable. Peut-être que moi, journaliste, aujourd'hui, je fais la même chose parce que j'ai des traites, parce que j'ai mes gosses, parce qu'il faut payer. Et donc, si je me fais virer, parce que je dis le Covid, c'est une pandémie, arrêtez, ouvrir les yeux, je perds tout. Donc, je les comprends aussi. Je leur en veux et je les comprends. Là, tout a été bien phagocyté, je veux dire. Tout. Ils sont très forts. Ils ont fait très fort, là. Donc, les médias, je les ai quittés. J'ai refusé depuis ces dernières années, je ne sais pas, une dizaine d'interviews. Vous êtes un des rares à venir me retrouver. Je me tiens à l'écart, ouais. Moi, je suis bien là. Qu'est-ce que tu as fait durant toute cette longue mise à l'écart? Tu n'as pas rien fait, on va en parler. J'ai écrit, je fais ça, j'écris. Vous savez, en 2007, ma maman est morte, on lui avait pris sa maison. C'est-à-dire que cet argent qui m'a été reproché, qui n'était pas pour moi, je l'ai rendu à la justice, d'accord? Et le fisc est venu chercher l'argent que j'ai rendu à la justice, augmenté. Attends, ça c'est un truc incroyable. Augmenté de 10 ans d'intérêt. C'est-à-dire que je rends 10 millions d'euros qui n'étaient pas pour moi, que j'avais sur un compte et qui n'étaient pas pour moi. Donc je rends 10 millions d'euros et le fisc me saute dessus et m'en demande 11. À l'époque, j'ai rien. Mon compte en banque est saisi, mes remboursements sécurité sociale sont saisis, enfin, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus d'adresse, j'ai plus rien. Quand je viens chez ma mère, je me planque, quand quelqu'un ouvre le portail, je me couche sous le lit, enfin, l'horreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus chercher une maison familiale. Et là, je me retrouve avec rien, et ma mère meurt de chagrin. C'était en février, ma mère est morte en décembre 2007. En mars, j'avais un copain fiscaliste qui m'a dit de toute façon on va le perdre contre le fisc pour au moins sauver ma maison. Et là, je me suis mise à écrire et je me suis évadée. Ma mère était prof de français, mon père était prof de dessin et artiste peintre. Et j'ai jamais inventé d'histoire pour mes enfants. Et j'avais une tablette graphique que mon fils à Paris m'avait envoyée pour me distraire. Donc portail fermé avec les chaînes, le deuil de ma mère, tout dans le noir dans la maison, pour voler fermé. J'avais peur qu'on vienne me sortir, parce que là je me retrouvais sur la place du village, avec mon sac à dos. Donc je me suis mise à faire des dessins, à apprendre à travailler sur cette palette graphique. C'est pas facile. Et puis au fur et à mesure, j'ai dit, t'es en train de bourrer ton ordinateur de dessins qui ne serviront à rien. Et si tu inventais une histoire? Eh bien, j'ai inventé une histoire. Et j'ai commencé une phrase, puis 2 phrases, puis j'ai mis le dessin que j'avais fait, qui ressemblait à le début d'histoire. Et puis j'ai continué pendant des années, parce que j'en suis au 4e tome, et je n'ai plus quitté. Et ça s'appelle L'Orguine. C'est un jeune... Vous le voyez à la caméra en ce moment. Il démarre bébé et il finit adulte dans le 4e tome. C'est un jeune alchimiste merveilleux. Et je crois que vraiment, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Parce que je me suis plongée là-dedans avec la musique d'un Norvégien, parce que c'est très imprégné de musique scandinave. Un peu des seigneurs des agneaux, puisqu'il avait fait de la musique là-dessus. Et j'ai écrit, et le texte inspirait le dessin inspirait la suite du texte, et puis ça. Et vous savez ce que j'ai pensé à un moment donné? C'est que mon père et ma mère, qui étaient morts, ils m'ont vu dans une telle situation, après tout ce combat, après toutes ces peines qu'ils m'ont fait, après la prison, les procès, les machins, où Roland Dumas est blanchi, où ils sont toujours blanchis, et où moi je me prends de la prison supplémentaire, jusqu'au juge d'application des peines qui m'avait dit, écoutez, vous savez, Madame de Vieux-Joncourt, vous ne retournerez pas en prison, maintenant ça suffit, vous vous rendez compte. Elle ne m'y a pas remise. Bon, bref.
On vient me chercher ma maison. Attends, ça va là, j'ai rendu l'argent. L'argent, c'était pas pour moi. J'ai pas voulu donner le nom de celui à qui c'était destiné. Voilà, j'ai pas voulu le donner. Parce qu'il avait 90 ans presque. J'ai pas voulu le donner. Je suis une idiote, lui. Je respecte les gens que j'ai aimés. Ça me fait pitié. Bon, bref. Donc, je me suis penchée sur ce livre, et c'est ce livre qui m'a sauvé la vie, parce que je crois a été une que thérapie si j'avais pour pas eu toi. ce livre, Mhm. en attendant qu'on me prenne ma maison, j'aurais pas eu le courage de la sauver et de me battre pour la sauver. Il me l'a donné, le courage de me battre, et je me suis battue. Et je me suis battue, et je les ai menacés Bercy, menacé les ministères dont démonté. Je suis remontée jusqu'à l'Élysée, jusqu'à Matignon, Bercy, et je leur ai dit que si jamais ils ne me rendaient pas au moins ma maison, que ça suffisait maintenant, que j'avais assez morflé comme ça. Moi, j'avais des pièces en faisant. Voilà. Là, je balançais tout. Et là, ils m'ont rendu la maison. Alors, une dernière question avant de nous quitter, Christine. Si c'était à refaire, Tout tu pareil. le referais? Tout pareil. Tout pareil? Tout pareil. Et vous savez quoi? Je me suis découvert deux. Je suis double. Et on est souvent double et on ne le sait pas. Quand je me suis retrouvée dans cette situation, dans cette période où je me battais, où je risquais, j'étais juste sortie de prison et là j'ai commencé à me battre. Et je savais qu'en rentrant dans le combat contre eux, je savais ce que je risquais. Ok? C'était lourd. Et j'étais toute seule. Je me levais, je dormais 3 heures par nuit. J'écrivais les livres pour me défendre. Je passais mes journées avec des journalistes à remonter, à essayer sur les plateaux télé. Je prenais mon vélo, j'appelais TV5, Monde. Je connaissais bien Simonet, Simontan. Et je le remerciais encore. Je disais, attends, j'arrive au 13h. Tu m'emmerdes. Il me disait, j'arrive au 13h. Et j'arrivais avec mon vélo et je fonçais sur le plateau parce que j'avais des trucs à passer, que d'autres m'apprenaient, des choses. J'ai fait un truc de folie, de folie. Et je regrette cette période de combat. Ça me manque. C'est pour ça que je suis active sur les réseaux sociaux. Parce que d'abord, je suis très informée depuis longtemps. Que je sais plein de choses que probablement je ne dirai jamais, que je ne pourrai jamais dire. Même si vous revenez. Avec plaisir, avec plaisir. Non, c'est vous c'est vous qui seriez en risque aussi. Donc je ne peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Vous comprenez? Mais ni écrire, ni rien. Même une fois morte, je ne voudrais pas qu'on revienne sur mes gosses, mon petit-fils, surtout. Il faut que je préserve maintenant. Mais il y a plein de choses, si vous saviez, que je sais, que je ne peux pas dire. Mais bon. Peut-être tu les écriras au lieu de les dire. Mais même, je ne peux pas les écrire. Publier ça? Mais attends, la maison d'édition, elle flambe. Vous savez, pour finir, il y a eu 3 projets de films sur mon affaire. Il y en a eu en 2000. On a coupé les vivres à la production. On n'a pas voulu lui donner. Canal+ a refusé. C'était Arcadie. Christine Scott-Thomas dans Montrouge, je me rappelle. On était allé au festival de Cannes annoncé. Il n'a pas pu faire le film. Deuxième, c'est un ami qui a une grosse boîte de production de films qui voulait faire un docu sur les frégates. On a menacé ses enfants de mort. Il a abandonné. Vous entendez ce que je vous dis? Il a abandonné. Le troisième, c'est Schindlerfer. Frédéric Schindlerfer. Et la boîte, je crois qu'elle a reçu la visite du fisc, la maison de prod. Et il n'a pas pu aller plus loin. Il y avait déjà. Vous ne voulez pas que tu racontes ton histoire? Non. D'aucune façon. Je me rappelle qu'en 2001, je suis allée au festival de Deauville, film américain. Et je suis allée essayer de voir si les Américains ne feraient pas un film là-dessus. Parce que les Français le réclamaient. Comment se fait-il que sur une affaire pareille, il n'y ait pas eu de film? Rien à faire, on ne voulait pas. Et j'arrive à Deauville, j'ai une amie journaliste qui me dit, écoute, tu partages mon lit à l'hôtel, je n'avais pas de quoi me payer un hôtel.
Et le soir de l'ouverture, il y avait une grande table ronde. Elle m'a dit, va voir ce monsieur là-bas. C'était le patron des Oscars. Donc je suis allée lui taper dans le dos. Le vieux monsieur, il s'est levé. Il m'a regardé. Je lui ai dit, je suis Christine de Viejoncourt et je voulais vous dire. Et je lui raconte. Je lui ai dit, est-ce que vous ne voudriez pas faire un film sur l'affaire Elf et les frégates de Taïwan en France? Et le vieux monsieur, il regarde, il s'essuie les lèvres avec sa serviette. Il me regarde, écoutez, il me dit, mais madame, vous rêvez? Il me dit, en Amérique, votre histoire, elle fait déjà 5 films. En France, vous n'en aurez aucun. Ah ben d'accord. Bonjour, au revoir. Voilà. Et là, alors ça a été les 3 échecs. Et là, je vous annonce une bonne nouvelle. Mais je ne vous en dirai pas plus. Il y a un film qui va se faire. Ah, un scoop. Un grand scoop scoop. pour finir. Il y a un film, mais je ne vous dis ni le nom de celui qui le fait. On prend le scoop, ça nous va déjà. Il y a déjà une très très belle distribution. Et le titre, ce ne sera pas La putain de la République. Je vais enfin être lavée de ce titre que... Merci Madame Joly, qu'Eva Joly m'avait donné. Voilà. Merci beaucoup Christine de nous avoir accordé l'exclusivité de cette interview. Nous sommes très honorés, très heureux. Actif sur les réseaux sociaux, on espère que tu vas le rester longtemps, que vous allez le rester aussi longtemps avec nous. Abonnez-vous à notre canal Telegram. Les autres moyens de nous soutenir, vous les connaissez, ils apparaissent en ce moment à l'écran. Vous trouvez aussi en bas de cette vidéo tous les moyens d'accéder au contenu écrit, et pas seulement écrit, de Christine de Viejoncourt. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture de Lorguin. C'est une série dont on attend avec impatience le 4e numéro déjà. Non, là-dedans, il y a les 3 tomes. Il y a les 3 tomes là-dedans. Et il y a le 4e qui va sortir soit fin du printemps, soit début de l'automne. Mais déjà, là, il y a les 3 tomes, oui. Et le 4e tome est en préparation et est sur la... Il est en train d'être fabriqué. Bon, alors on a hâte de le voir, c'est passionnant, allez-y, à bientôt, merci de votre fidélité, à bientôt pour un nouveau narratif en français. Merci Christine. Merci.